du Haut Conseil national de la recherche et de l'innovation présidé par le chef du gouvernement. La rencontre a examiné et validé le document organisant les programmes de recherche inclusifs au Burkina. Des défis ont été relevés et des recommandations dégagées pour une refondation stratégique de la recherche et des résultats impactants. Nous écoutons le chef du gouvernement. La recherche scientifique et l'innovation constituent les leviers indispensables des catalyseurs de transformation profonde auxquels les nations les plus avancées doivent leur saut qualitatif. Elles sont les fondements même de toute ambition souveraine. Je voudrais à ce titre saluer la vision stratégique du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui a élevé la recherche scientifique au rang de priorité nationale. En l'inscrivant comme levier stratégique du développement économique et social, le président du Faso témoigne d'un engagement profond en faveur de la construction d'un Burkina Faso résilient et créatif. Cette volonté politique s'est illustrée par la présence remarquée du chef de l'État à la cérémonie d'ouverture de la 15e édition du Forum de la recherche scientifique et des innovations technologiques le 22 octobre dernier. Chers camarades, pour que la recherche scientifique joue pleinement son rôle de moteur du développement, elle doit impérativement s'orienter vers la conception de solutions innovantes, pertinentes et adaptées aux besoins spécifiques en lien avec les priorités nationales. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le thème de cette Assemblée générale, refondation stratégique de la recherche pour des résultats impactants au service du développement socio-économique du Burkina Faso. Les actions en vue de réduire le chômage au Burkina, le programme de reconversion des diplômés du système universitaire au métier est en marche. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire s'est rendu à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale à Boulbi. Les apprenants en aviculture ont été encouragés. Le point de la visite avec Urbain Benito Sommet et Ali Zongrana. Démonstration en vaccination des volailles, désinfection des poulaillers et alimentation de la volaille, le tout sous le regard attentif du ministre en charge de la formation professionnelle. Boubacar Savadogo vient apprécier l'évolution de ces diplômés du système universitaire en phase de reconversion. Leur formation porte sur l'aviculture polyvalente ici à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale ENESA. Nous sommes venus pour visiter des apprenants spéciaux qui sont en formation. Ces apprenants ont été sélectionnés ou recrutés par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle à travers Burkina Soudou Baoudé, la maison des compétences, et pour les reconvertir. Ce sont des personnes qui sont passées par les études supérieures et malheureusement, ces personnes ont des difficultés à trouver un emploi. Et ce que j'ai vu, ça me convainc qu'ils seront de bons VDP pour s'insérer. Au total, 30 étudiants font leur arme dans l'aviculture polyvalente. Il s'agit de faire d'eux des acteurs aptes à intervenir sur toutes les chaînes de valeur avicole. Et à 2 semaines déjà, la progression est bonne. Une bonne ferme, il faudrait bien sécuriser les lieux, voilà, à travers les désinfections, voilà, et prendre des dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de maladies qui vont infecter les lieux et particulièrement les sujets. On a aussi appris à faire de la pédiluve, voilà, des désinfectants pour éviter d'introduire des germes dans la ferme, voilà, des manilives, tout ça c'est en rapport avec la biosécurité. Le programme de reconversion des diplômés du système universitaire est né de la volonté des premières autorités burkinabées à réduire considérablement le chômage, surtout en milieu estudiantin. Le programme est composé de 6 pactes, dont le pacte aviculteur polyvalent, le pacte pisciculteur polyvalent et bien d'autres. Deuxième conseil d'administration du secteur ministériel du département en charge des infrastructures. En question, la stratégie pour assurer la durabilité et la sécurité des infrastructures de transport. Un bilan des réalisations a été dressé. L'ouverture des travaux ce 25 novembre avec Moussa Ouedraogo et Fanta Ouattara. Au 30 septembre 2025, le taux d'exécution des activités du ministère des Infrastructures et du Désenclavement est évalué à plus de 74%.
Une performance jugée satisfaisante par les acteurs du secteur qui ont contribué grandement à l'atteinte de ces résultats. Il y a 96 qui ont été exécutés, 133 en cours et 14 qui n'ont pas encore démarré. Nous avons eu pas mal de difficultés sur le terrain et je voudrais ici féliciter les collaborateurs qui ont pris vraiment tous les différents projets à cœur pour réussir pour le bonheur de la population burkinabé. Un cadre de concertation saisi pour passer en revue les défis, les opportunités et pour définir les priorités pour l'année 2026. Quant à l'exécution des chantiers, le ministre Sorgo se veut clair. Toute entreprise qui exécute mal les travaux doit les reprendre à cette fin. C'est ce que nous avons donné comme ton et que les entreprises doivent respecter. Déjà, il y a des cas où nous avons dit de reprendre. Donc, toute entreprise a intérêt à bien exécuter les travaux. Les missions de contrôle ont intérêt à contrôler correctement les travaux. Et la supervision au niveau de l'administration, nous avons été clairs, il faut qu'on puisse avoir des infrastructures de qualité. Des infrastructures de qualité capables de soutenir la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Les acteurs sont donc invités à redoubler d'efforts et à assumer leurs responsabilités. Un atelier national de lancement du processus de planification humanitaire au Burkina le 18 novembre dernier sous la présidence de la ministre en charge de l'action humanitaire. La rencontre visait à assurer une compréhension commune des besoins humanitaires du Burkina afin de servir de base solide au processus de planification de la réponse humanitaire en 2026. Roger Cam et Romiel Patrice Toé. La dynamique de reconquête du territoire national a permis le retour progressif de milliers de personnes déplacées dans leur localité d'origine. Ce mouvement, porteur d'espoir, exige une réponse humanitaire adaptée, alliant aide d'urgence et appui à la réinstallation. Le ministère en charge de l'action humanitaire est donc ici en réflexion pour mettre en place le processus de planification humanitaire 2026 au Burkina Faso. Ce mouvement de retour, porteur d'espoir et de résilience, appelle de notre part une réponse humanitaire adaptée qui combine aide d'urgence, appui à la réinstallation et renforcement de la cohésion sociale. Pour relever ce défi, le gouvernement, avec le soutien constant de la communauté humanitaire, demeure pleinement engagé à fournir une assistance multisectorielle coordonnée et adaptée aux populations dûment affectées. Les partenaires humanitaires ont ciblé 3,7 millions de personnes, mais parmi ces 3,7 millions de personnes, nous avons pu atteindre seulement 1,4 million de personnes. Donc les contraintes ont été assez importantes, surtout les contraintes de financement et aussi les contraintes d'accès. Durant cet atelier, il est aussi question de souligner le rôle crucial de l'aide fournie par les partenaires humanitaires en appui aux efforts du gouvernement. Cette aide, indique le commandant Kabouré, contribue à restaurer la dignité des populations durement touchées par la crise, tout en renforçant leur résilience et en ouvrant des perspectives de relèvement. À Bamako, la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, s'ouvre comme une vitrine de promotion et de sauvegarde de l'artisanat, de l'identité culturelle africaine. Plus de 500 exposants et plus de 1000 visiteurs de plusieurs pays sont au rendez-vous. Le SIAMA 2025 a lieu du 27 novembre au 7 décembre. Isha Kanana depuis Bamako pour l'ouverture. L'artisanat dans sa splendeur et dans toute sa diversité, magnifié ici au Parc des Expositions à Bamako, au Mali. La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, ouvre officiellement ses portes. Il se veut une vitrine de promotion du savoir-faire malien et africain en matière d'artisanat. Le Salon international de l'artisanat du Mali se veut un espace de promotion du consommé local, un cadre d'échange, de promotion et de compétitivité pour les artisans du Mali, de l'espace AES, de l'Afrique et du reste du monde.
Ces objectifs sont entre autres stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans, promouvoir l'émergence des jeunes talents, susciter et encourager la consommation locale de produits artisanaux, valoriser les savoir-faire locaux, susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme, et enfin, revaloriser notre identité culturelle. Le SIAMA 2025 entend donc renforcer les échanges commerciaux entre artisans, acheteurs et consommateurs d'une vingtaine de pays africains. Une 5e édition qui déroule le tapis rouge au Burkina Faso et au Niger, pays invité d'honneur. Le pays des hommes intègres, présent à cette fête de l'artisanat avec une délégation d'une centaine de personnes, dont des artisans et des acteurs culturels, conduite par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Je vous invite donc à visiter les stands de nos braves artisans. Vous y trouverez divers produits de l'artisanat qui forcent l'admiration et portent en eux le savoir-faire et la culture du peuple burkinabé. En effet, les artisans du Burkina Faso sont venus avec des produits issus de l'agroalimentaire, du textile, de l'habillement et de l'artisanat d'art. Nous sommes persuadés que ce moment de partage permettra non seulement de célébrer notre patrimoine artisanal commun, de renforcer davantage des liens déjà forts pour l'avenir, mais aussi contribuera à donner une forme concrète à la vision partagée par nos États. Le SIAMA 2025, ce sont 10 jours d'exposition, vente, de rencontres B2B et de panels. Plus de 500 000 visiteurs attendus à cette foire de l'artisanat, placée sous le thème « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle ». Toujours à Bamako, nous faisons le point de la réunion des ministres du Commerce du C4+1. Jeudi, ils ont dénoncé des distorsions des échanges créés par les subventions internes du coton. Ils se penchent sur l'état des négociations au sein de l'OMC, les stratégies à affiner avant la 14e conférence ministérielle prévue en mars 2026 à Yaoundé. La rencontre va proposer des orientations solides de défense des intérêts des pays producteurs sur le marché international. Isha Kanana. Cette rencontre réunie à Bamako, les ministres en charge du commerce et de l'industrie du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, tous membres de la coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Une réunion du C4+1 pour se pencher sur l'état des négociations au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une 9e réunion ministérielle qui intervient dans un contexte où les résultats de l'initiative sectorielle en faveur du coton demeurent mitigés malgré plusieurs années de plaidoyer contre les subventions et pratiques jugées déloyales sur le marché mondial. Le secteur coton constitue une filière importante aussi bien au plan économique qu'au plan social pour nos pays. Cependant, à l'échelle internationale, il y a des pratiques et des politiques qui sont engagées par certains pays dits forts qui comportent des impacts négatifs sur la bonne tenue de ce secteur dans nos pays. Quoi de plus normal donc qu'à travers la synergie de nos efforts, l'harmonisation de nos politiques et la coordination de nos pratiques, nous puissions en une seule voie constituer une force importante dans les négociations multilatérales sur le coton pour lever toutes ces méthodes injustes qui ont un impact négatif sur le quotidien de nos vaillants producteurs. Cette 9e réunion ministérielle entend donc affiner les stratégies des pays du C4+1 avant la 14e conférence ministérielle des pays membres de l'OMC prévue en mars 2026 à Yaoundé, au Cameroun. Une réunion pour surtout proposer des orientations solides, consolider les acquis et identifier les leviers qui permettront de mieux défendre les intérêts de ces pays producteurs de coton. Il est plus qu'important que nous, ministres chargés donc de cette filière coton dans nos différents pays, nous travaillons à matérialiser, à transformer en actes sur le terrain la vision de nos plus hautes autorités qui voudraient que nous transformions de façon endogène ce produit phare qu'est le coton en l'industrialisant et en produisant des produits finis
qui puisse, en s'exportant, nous permettre d'influer sur les plis qui se fixent au plan international et constituer une force importante de décision, ne plus être preneur des décisions qui sont arrêtées à travers les négociations multilatérales, mais faiseur de décisions aussi, à travers la transformation résolue de cette matière première, qui aura un impact positif parce que nous bénéficierons des différentes chaînes de valeur qu'il constitue pour le bonheur de nos populations. Cette rencontre de Bamako est donc perçue comme une dernière opportunité d'obtenir des avancées majeures pour le coton africain. L'ambition, selon le ministre Serenya Nyodem Poda, faire du coton le moteur du développement agro-industriel des pays de la Confédération des États du Sahel. À Ouagadougou, la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a tenu sa rencontre annuelle hier jeudi. Collaborateurs et partenaires techniques et financiers ont assisté à la présentation du plan stratégique de la Commission sur la période 2025-2030. La rencontre a permis de passer en revue le portefeuille de projets sur le financement extérieur, compte rendu avec Mariama Tamboura. Sur la table des échanges, Union économique et monétaire ouest-africaine et partenaires techniques et financiers, le plan stratégique 2025-2030 de la Commission UEMOA dénommé Impact 30. Ce plan met en évidence l'importance de renforcer la compétitivité des économies de l'UEMOA et le développement du secteur privé. Ça a été l'occasion de rappeler les objectifs de ce plan qui vise à faire de notre union une économie, une union compétitive au plan économique, une compétitivité qui va aider au développement économique, créer plus d'emplois, créer plus de prospérité naturellement pour nos populations. C'est pourquoi le secteur privé est un élément essentiel de ce plan stratégique Impact 2030 et nous avons eu l'occasion de rappeler à nos partenaires toutes les initiatives que nous avons prises dans le domaine du développement du secteur privé. Le plan Impact 30 comporte 5 axes que sont le développement d'écosystèmes de production, le développement d'infrastructures économiques de soutien à la compétitivité, la promotion du développement humain et de la citoyenneté, le renforcement des fondements de l'intégration et la modernisation de la gouvernance institutionnelle. La mise en œuvre réussie de ce plan nécessite une synergie d'action entre États membres, institutions communautaires et les partenaires au développement. Nous avons donc réitéré notre engagement et continuerons à travailler avec la commission de l'UEMOA afin donc de soutenir toutes ces initiatives, que ce soit dans le domaine du renforcement de la connectivité entre nos États, que ce soit dans les domaines énergétiques ainsi que dans le domaine du numérique et de l'inclusion financière. Donc c'est vraiment... Et pour nous, ça a été vraiment très intéressant parce que les priorités qui ont été expliquées sont en phase avec les priorités de l'Union européenne et de notre Global Gateway Initiative. C'est-à-dire c'est le secteur du digital, de l'énergie, du transport, de l'éducation et de la santé, que c'est toutes des actions pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. À cette session, les participants passent également en revue le portefeuille des projets sur financements extérieurs. Plus de 135 milliards de portefeuilles avec les partenaires selon le président de la commission de l'UEMOA. La rencontre annuelle de l'UEMOA est instituée en 2014 et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes de concertation et de coordination avec les partenaires techniques et financiers. Le village de Gué, dans la commune de Dapelgo, accueille une visite du directeur exécutif de WaterAid et ses collaborateurs techniques et financiers. Une visite des réalisations au sein du village. Les responsables de WaterAid se sont montrés disponibles pour soutenir le développement du Burkina. Sayouba Soré pour en parler. Des infrastructures d'hygiène et d'assainissement pour désormais améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de l'école primaire privée de Guébé dans la commune de Dapelgo. Des réalisations de WaterAid pour également impacter le bien-être de la population de cette localité. Accompagné des autorités locales et des partenaires techniques et financiers, le directeur exécutif de l'organisation internationale est ici pour visiter les infrastructures réalisées. Ces réalisations viennent comme un ouf de soulagement pour les bénéficiaires.
On rend vraiment grâce à Dieu parce qu'on a de l'eau potable maintenant à l'école qu'on utilise pour la cantine scolaire. Les élèves utilisent ça pour boire et nous l'utilisons aussi pour les activités du jardinage. Avant, c'était la pompe. On a eu un château et puis on est bien content avec des jardins. Environ 15 millions de francs CFA, c'est le montant injecté dans la réalisation de ces infrastructures. Et la visite de la délégation vise à renforcer leurs relations avec les acteurs locaux autour des enjeux vitaux. À Guiers, dans le cadre d'un partenariat fructueux entre notre partenaire de mise en œuvre et l'école dans le cadre du projet eau et assainissement. J'étais heureux de voir que les infrastructures ont aidé les élèves à mettre en place un jardin potager. J'ai aussi vu des élèves utiliser un mécanisme de lavage des mains pour améliorer leurs conditions de vie et de santé. J'ai beaucoup apprécié le dynamisme de partenariat entre les différents acteurs. La visite est aussi un moment d'échange entre les responsables de WaterAid et les élèves dans le but de recueillir leurs témoignages et leurs attentes. L'organisation internationale réaffirme son attachement et son engagement à soutenir les communautés rurales pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Contribution à Faso Mebo, les garants de la tradition, sous l'égide du chef de canton de Dédougou, offrent un bon de 26 tonnes de ciment, réception par le président de la Commission nationale de l'AES, accompagné du gouverneur de la région de Banqui, mobilisé dans le cadre des conférences publiques sur l'ancrage de l'AES, Edouard Ouetraogo, Armel Martial, Sawadro. Des chefs coutumiers et traditionnels du canton de Dédougou apportent leur contribution à l'initiative Faso Mebo. Devant le comité de réception des dons, les représentants remplissent les formalités. S'ensuit la remise de la quittance aux autorités présentes pour l'occasion. Dans nos coutumes, dans nos traditions, lorsque quelqu'un construit sa maison, ça devient l'œuvre de tout le monde. L'initiative heureuse du président du Faso interpelle chacun de nous à mettre la main dans la pâte pour que nous puissions contribuer ensemble à la construction de ce pays. C'est ainsi que lui aussi, il a pris l'initiative d'échanger avec les chefs de son canton qui ont mis l'argent ensemble, autour de 2 200 000 et plus, pour qu'ils puissent acquérir 21 tonnes de ciment. La mobilisation autour de l'initiative Faso Mebo est saluée à sa juste valeur par les autorités. Vous savez très bien que ce village a été fondé en 1400. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est, vous savez très bien que la zone de Dédougou est considérée comme également le cœur de la résistance de l'ensemble de nos grands-parents. Vous avez entendu parler de la résistance bois face aux colonisateurs pour empêcher la déshumanisation de l'homme noir. Ils ont marqué l'histoire. Et de ce point de vue, se retrouver avec ces pauvres mains à recevoir un très grand don de ce genre, avec toute cette charge historique, j'avoue que je suis comblé. Les garants de la tradition, en donnant leur contribution, lancent un appel aux filles et fils des régions de Banqui et Sourou à emboîter le pas. Et la jeunesse de la commune rurale de Zonse-Naba Sigri, chef de canton de Komianga, dans le Koulpelgo, eux se sont manifestés pour Faso Mebo également, du ciment, du sable et autres matériels comme contribution remise le week-end dernier avec Yves Rwamba et Rasmane Ouetraogo. Du renfort pour l'initiative présidentielle Faso Mebo à Tinkodogo. En effet, la veille citoyenne de Silmingu, un village situé à 18 km de Tinkodogo, apporte des tonnes de ciment et divers petits matériels à l'initiative, le tout d'une valeur estimée à 375 000 francs CFA. Un don fruit des contributions de la population du village et de sa diaspora en vue de participer à l'embellissement de la ville. Nous nous sommes mobilisés pour répondre à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Faso Mebo est une bonne initiative que tout le monde apprécie, raison pour laquelle nous nous sommes organisés pour venir prêter main forte à ce noble projet. Même élan de solidarité manifesté de la part de la jeunesse de la commune de Zonse, située à 70 km du Zungrantenga. Elle aussi
offre 3,5 tonnes de ciment et divers petits matériels, le tout d'une valeur de 450 000 francs CFA. Le président a dit que c'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. Personne ne va venir construire le Burkina à notre place. Et nous avons une certitude que ce que nous donnons là, ça va aider à construire. Voilà, nous ne voulons pas que la commune de Zonzé reste en marge de cette construction-là pour que demain on vienne parler que telle commune a contribué à construire le pays et que nos enfants ou bien nos petits frères s'assoient la tête baissée. Soucieux du développement de sa région, le chef des cantons de Komi-Yanga dans la province du Koulpelego a bravé la distance et les risques sécuritaires pour répondre à l'appel de la nation par le nom de 5 bains de sable. Une action qui rappelle que la résilience et le patriotisme ne doivent pas être de vains mots. Et accepter de faire le déplacement de ce matin, venir à Tinkoudou, je pense que c'est un acte patriotique, un acte de courage. Et il faut prendre ce courage-là pour accompagner le président dans les initiatives de reconquête du territoire. Mais si nous, on doit baisser les bras, dire que ça ne va pas, on fuit, on laisse le pays. Et le président va reconquérir le pays pour qui? C'est pour nous. Donc on doit l'accompagner, on doit le soutenir dans ses actions. Pour les donateurs, cet engagement communautaire est porteur d'un message fort, celui d'une population unie et solidaire autour de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour un Burkina Faso plus rayonnant et prospère. Semaine régionale du vivre ensemble du Guérico du 24 au 29 novembre. La journée du 25 novembre était dédiée aux forces combattantes. Le chef d'état-major général des armées et le gouverneur de la région ont rendu visite aux blessés de guerre. Une visite accompagnée d'un don aux orphelins et veuves des combattants tombés au front, en plus d'un rendez-vous sportif. Bamaka Yannick Dabiré, Ali Traoré. La journée régionale du vivre ensemble du Guérico, c'est aussi cette journée de mardi consacrée aux combattants. Dans cette veine, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo et le gouverneur de cette partie du pays sont ici à la 2e région militaire pour s'enquérir de l'état de santé des forces combattantes blessées au front. Ensuite, les visiteurs du jour ont pu passer en revue le plateau technique médical du camp ainsi que les nouvelles infrastructures qui ont poussé de terre pour une meilleure prise en charge des malades. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une tonne de riz, 30 cartons de savon, 30 pailles de concordonda et cette machine à tisser sont remis ici aux veuves et orphelins des FDS. Quand on parle de vivre ensemble, de cohésion sociale, on ne peut le faire sans solidarité. Et comme vous avez suivi avec nous, tout cela n'est pas fortuit. Cela s'inscrit aussi dans le cadre du mois de la solidarité que nous avons lancé au cours de la semaine dernière. Et donc on ne peut parler d'unité nationale, on peut parler de paix et de cohésion sociale sans vraiment solidarité. Et nous avons voulu l'exprimer à nos veuves orphelins des forces de défense et de sécurité qui ont accepté le sacrifice suprême pour la reconquête du territoire national. Il est de notre devoir de montrer à ces veuves orphelins que nous sommes là, nous sommes à leur côté. Pour clore en beauté cette journée, cette finale en volleyball oppose l'équipe des FDS en bleu à celle des Tigres. Après le coup d'envoi donné par les autorités, les Blancs vont commencer fort la rencontre avant d'être rattrapés par les Bleus. Les FDS vont sonner la remontada et s'imposer dans les 2 sets. Nous avons participé à un beau match ce soir entre FDF et puis Civil. Par cette journée du combattant, nous avons voulu que les civils et les militaires soient en communion autour du ballon. Et nous avons choisi le volleyball, qui est une discipline qui n'est pas souvent vue et pourtant qui a aussi ses adeptes et qui est bien appréciée. Les 5e, 4e et 3e du tournoi reçoivent une enveloppe financière et des ballons.
Les thés qui n'ont pas fait le poids empochent 75 000 francs CFA et des ballons. Et les FDS vainqueurs du tournoi repartent avec des gadgets, la somme de 100 000 francs CFA et le trophée. La suite de l'affaire Taignan du 12-22 décembre prochain, Yeyake Kami, l'ancien DAF du ministère en charge de l'action humanitaire, et 7 autres personnes seront à la barre. Ils sont accusés de détournement de deniers publics, de complicité de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. C'est le rebondissement donc de cette affaire dans le procès en appel à huis clos donc ce mois de novembre. L'annonce a été faite ce matin par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1. Des précisions avec Tanga Kafando. Quelques jours après le procès en appel de l'affaire Taignan, le procureur du Faso près le TGI Ouaga 1 annonce la suite du dossier judiciaire appelé l'affaire Yekami et autres. L'ancien DAF du ministère de l'Action humanitaire, Yeyake Kami, l'ex-ministre Zongo Inyelor, Yamiogo Kukadimash, Zongo Billy Zozito, Pasco Bila Payuwende, Bonkongo Lidi, Sangare Isaka et Wedraogo Sampayimdi Ismaël, tous agents ou ex-agents du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité, à l'exception de Wedraogo Sampayimdi Ismaël, sont accusés de détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Les faits portent sur le compte renforcement pro-SOT destiné à l'acquisition de vivres au profit de personnes déplacées internes et géré par les directeurs de la gestion financière DGF successifs, dont Yé Camille. Les modes opératoires comprennent les dépenses fictives ou activités fictives, la surfacturation des dépenses de manutention, la dissipation à des fins personnelles du carburant destiné aux activités du ministère. Le juge d'instruction a procédé à plusieurs saisies de biens immeubles en guise de mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement des condamnations pécuniaires éventuelles. Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le juge a renvoyé 8 personnes devant la chambre de jugement spécialisée du pôle ECOFI. Le dossier est d'ores et déjà programmé pour se tenir courant la session du 12 au 22 décembre 2025. À cette rencontre, le procureur du Faso, près le TGI Ouaga 1, a dressé le bilan des actions du pôle économique et financier au titre de l'année judiciaire 2024-2025. Au cours de ces sessions, au cours de cette période, 80 dossiers ont effectivement été retenus, jugés et vidés. Ces dossiers impliquaient 229 prévenus, que ce soit des personnes physiques ou morales. 176 décisions de condamnation ont été prononcées contre 176 personnes. 70 personnes ont effectivement été relâchées. Des condamnations pécuniaires ont également été prononcées au profit de l'État. En termes d'amende, plus de 15 milliards de francs CFA ont été prononcés. Plus de 2 milliards 800 millions de francs CFA ont été prononcés en termes de dommages et intérêts au profit de l'État burkinabé. 63 immeubles ont été confisqués. 18 véhicules ont également été confisqués. En espèces, 243 millions de francs ont également été confisqués.
Pour l'année judiciaire 2025-2026, le parquet du pôle ECOFI annonce le renforcement de la célérité dans le traitement des dossiers par l'organisation de sessions régulières et programmées, la réduction des délais de jugement, l'amélioration du suivi des dossiers en cours et la lutte contre la délinquance économique et financière. L'association Boudiaï a organisé un don de sang dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de 2025, ce 16 novembre 2025, dans le quartier Sissin de la ville de Ouagadougou. Une forte mobilisation, objectif rendre disponible du sang au profit des forces combattantes sur le terrain de la reconquête du territoire national. Ali Zungrana. Kadi Diatou Compaoré est à son premier don de sang pour l'année 2025. Pour elle, savoir que son acte va contribuer à sauver une vie procure de la joie. C'est pourquoi elle a répondu à l'appel de l'association Bouriaye à donner du sang au profit des forces de défense et de sécurité. Je donne mon sang pour sauver la vie des gens qui en ont besoin. Comme Kadi Diatou, ils sont nombreux à cette opération de don de sang. Ils entendent manifester à travers ces dons leur soutien aux combattants engagés sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire national. Ce qui m'a motivé à donner le sang, c'est pour sauver les vies. Pour le secrétaire général de l'association, c'est une contribution nécessaire, un acte d'amour à l'endroit de ceux qui combattent au péril de leur vie pour la nation. Il appelle les Burkinabés à les soutenir par des actes multiformes. Nous vivons dans un contexte très particulier. Notamment, il y a trop de malades, les hôpitaux demandent du sang. Et puis, actuellement, dans le pays, la demande en sang est très élevée, compte tenu du fait de l'insécurité et des blessés et tout ce qui se passe dans le front. Et la demande est forte et ainsi, nous nous sommes dit, bon, pourquoi ne pas faire un geste dans ce sens? Une initiative saluée par le Centre national de transfusion sanguine, qui saisit l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de toute personne bénévole désirant sauver une vie à faire le pas afin de contribuer à répondre à la forte demande de ces liquides précieux qui parfois manquent dans nos centres de santé. Le besoin en sang est criard. Donc nous saluons chaque initiative qui nous permet d'avoir quelques poches pour renflouer nos banques de sang afin de répondre aux besoins de nos malades. De cette opération, il est attendu 50 poches de sang, une contribution précieuse saluée par le CNTS. Les fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de Istanbul à Balkhi ont célébré et en différé la naissance du prophète Mohamed dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier à Ouagadougou. À travers prêches, invocations et prières dirigées par Cheikh Nou Sawadgo, ils ont imploré le retour de la paix au Burkina Faso sous le thème « Le prophète Mohamed, le messager de l'humanité ». Adama Guiti et Ali Zungrana. Toute une soirée de spiritualité en l'honneur du prophète Mohamed. À travers lecture du Saint-Coran, prières et invocations, Cheikh Nou Sawadgo et plusieurs autres musulmans du Burkina Faso et d'ailleurs célèbrent en différé la naissance du prophète de l'islam. Une occasion pour Cheikh Sawadgo d'inviter les musulmans à respecter les valeurs et les principes recommandés par le prophète. La célébration du Maouloud est très importante pour les fidèles musulmans. Dieu nous a conseillé de vivre suivant l'exemple du prophète Mohammed si nous voulons vivre heureux et dans la quiétude. Nous prions pour le retour de la paix au Burkina Faso et dans le monde entier, ainsi que pour l'entente entre les Burkinabés. À travers des enseignements du Saint-Coran, des hadiths et de la sunna du prophète, les prêcheurs se succèdent et transmettent le message de tolérance, de cohésion sociale, mais aussi de l'amour envers son prochain. Pour ces musulmans, le Mawlud est un moment de renforcement de la piété et de la spiritualité. La naissance du prophète Mohamed, elle a été très bénéfique pour nous. Nous avons écouté des prêches qui vont beaucoup contribuer à changer notre façon de vivre avec nos prochains. Notre participation, ça consolide la relation entre les fidèles qui sont au Burkina Faso et les fidèles qui sont en Côte d'Ivoire pour réunir et unir les musulmans et consolider leurs relations et montrer que l'islam
il est un et tous les musulmans sont des frères aussi. À cette 10e édition de la commémoration du Mawlud par le cheikh Nour Sawadogo, les fidèles musulmans traduisent leur amour envers leur prophète. Pour eux, la thématique « Mohamed, le messager de l'humanité » est une invitation